Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le 21 mars 2014, il est confirmé qu'une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola sévit en République de Guinée. Au 3 avril 2014, il a été enregistré au total 137 cas suspects pour 86 décès. La fièvre Ebola est une maladie très contagieuse. Elle n'a ni vaccin ni médicament. Quelle est la réponse communautaire à cette épidémie? Comment le gouvernement guinéen et ses partenaires organisent la riposte à Ebola? Quels sont les messages essentiels à véhiculer? Voilà de quoi nous parlerons dans cette édition spéciale de l'émission Gouvernance qui reçoit aujourd'hui son Excellence Alucène Makanera Kake, ministre de la Communication, membre de la commission interministérielle de riposte à Ebola. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Première question, le 20 janvier 2014, le président Alpha Condé vous a fait confiance. Il vous a confié le portefeuille stratégique de la communication dans le gouvernement de mission. Monsieur le ministre, c'est quoi la mission de la communication qui vous est confiée? Je voudrais d'abord vous dire que le département de la communication est un département transversal. Par conséquent, notre mission au niveau du département, c'est de faire en sorte que tous les autres départements puissent fonctionner normalement. Parce que même à l'intérieur du gouvernement, il faudrait organiser une communication institutionnelle. Je profiterai de votre émission pour saluer et féliciter le professeur Alpha Condé pour m'avoir choisi pour jouer le rôle du ministre en charge de la communication. C'est une confiance que je mesure l'importance et surtout le rôle que je dois jouer pour faire en sorte que ce département, comme tous les autres départements, puisse répondre aux attentes de la population guinéenne. Par rapport à la mission de notre département, vous savez, le professeur Alpha Condé, dans sa lettre de mission globale pour tous les membres du gouvernement, il s'agit de faire en sorte que la Guinée retrouve rapidement sa place dans le concert des nations émergentes. Et pour cela, en ce qui me concerne, le premier point, c'est de faire en sorte que la population guinéenne puisse suivre la radio et la télévision, c'est-à-dire la couverture intégrale du territoire national. Vous savez, avant le professeur Alpha Condé, ceux qui sont venus avant nous ont préféré faire la couverture démographique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, on choisit les zones urbaines, c'est-à-dire les villes de 33 préfectures de l'intérieur du pays, où on cherche à couvrir seulement dans ces zones-là. Le professeur, lui, il m'a demandé de faire en sorte que sur le territoire guinéen, partout où un Guinéen se trouve, sur n'importe quel point de notre pays, les 245 857 km², s'il a les dispositifs de réception, qu'il peut suivre et sa télévision et sa radio. Pour cela, encore, c'est une touche du professeur Alpha Condé. Par rapport aux autres, il y avait plus d'une trentaine de stations de rediffusion. Avec lui, nous avons aujourd'hui la possibilité de réduire de 39 à 10 stations seulement. C'est-à-dire, nous allons choisir de manière à ce que les sommets des grandes montagnes, nous allons installer des pylônes, comme par exemple dans le cas d'espèce pour la Basse-Guinée. Nous avons trouvé Kakulima, qui a la capacité aujourd'hui de couvrir les 25% du territoire national, et nous avons identifié également Lumboko dans l'Abbé, qui peut également couvrir une bonne partie de la moyenne Guinée, et vous avez le Ziama à Massanta et Traorela à Beila, et aussi vous avez une autre station qui sera installée à Dabola. Donc cela permet de couvrir les 80 ou 90%. C'est vrai qu'il peut exister des zones d'ombre, mais nous verrons comment il faut pallier à ça en utilisant d'autres stations, d'autres émetteurs de moindre importance. Ça, c'est le premier point de notre lettre de mission. Deuxième point, c'est rendre visibles les actions du gouvernement. Vous savez, quand vous
prenez les 50 dernières années depuis que notre pays a recouvré sa liberté, son indépendance, et vous évaluez l'impact de régimes successifs sur le plan de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en termes d'infrastructures, d'accès à beaucoup d'autres choses qui puissent être à mesure d'élever leur niveau de vie, vous verrez que notre pays méritait beaucoup plus que ce qu'on a fait subir à la population guinéenne. Et depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, nous avons remarqué que cette tendance a été inversée. Quand vous prenez en 3 ans de gestion du professeur Alpha Condé, si nous prenons sur le plan des routes, ne serait-ce que la route, et on ne va même pas plus loin que Koya, vous trouverez de l'indépendance jusqu'à son événement, on avait difficilement l'autoroute qui ne dépassait pas Matoto. Aujourd'hui, la Guinée a non seulement l'ambition avec le professeur Alpha Condé et cette année faire l'autoroute jusqu'à Koya. Ça c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est la première fois que sur fonds propres que le gouvernement guinéen arrive à réaliser une telle infrastructure. Et ça c'est sanitaire. Ensuite, si nous prenons d'autres plans, même sur le plan de la gestion macroéconomique, à son arrivée, la Guinée avait été boudée par tous les bailleurs de fonds, même les institutions de Bretton Woods avaient fermé les portes. En 3 ans de gestion, il a non seulement réussi à faire revenir les gens, mais atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPT. Et aujourd'hui, notre gouvernement fonctionne à base caisse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fabrication de billets. La planche à billets. On l'utilise donc. On vit avec nos recettes, ce qui a amélioré vraiment le taux de change. Notre monnaie aujourd'hui, quand vous prenez le taux pratiqué à la Banque centrale et le taux de marché, c'est presque identique. Cela, il y a 3 ans en arrière, on pouvait dire que c'est une simple illusion qui est devenue réalité aujourd'hui. Mais ces actions ont besoin d'être amplifiées pour rendre visible et lisible par l'ensemble de la population guinéenne. Et ça ma mission. Ensuite, on a un autre point, non moins important, c'est la promotion du dialogue social. Parce que vous savez, aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la confiance. Et pour qu'il y ait la confiance, il faut que les hommes se parlent. Il y a même un adage au football où on dit que celui avec lequel vous êtes battu toute la journée est meilleur pour vous que celui que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. Donc nous devons créer des conditions pour que les Guinéens se parlent, pour que les Guinéens échangent, communiquent. Cela doit permettre les Guinéens de se rencontrer, de se connaître, de s'aimer. Ensuite, nous avons aussi un autre rôle, c'est de promouvoir le respect des conventions et traités que nous signons. Ça, je vous donnerai un petit exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans l'espace CEDEAO. Quand vous prenez toutes les conventions que nous avons signées par rapport à ça, par rapport à la libre circulation des biens et des personnes, vous verrez que nous sommes au niveau de la CEDEAO des États, mais pas la CEDEAO des peuples. J'en ai fait les frais une fois quand je suis allé à Monrovia. Vous ne pouvez pas comprendre que toutes ces conventions étaient signées dès que vous prenez la route. Donc nous devons faire en sorte que l'ensemble des populations de cet espace puissent s'approprier les conventions que nous signons. Pour que quand un Guinéen se déplace de Conakry pour aller en Côte d'Ivoire, au Mali ou bien au Libéria, qu'il n'y ait aucune tracasserie, que ce qui est écrit soit absolument respecté. En ce moment, nous allons passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et ça, le rôle nous revient, nous qui sommes chargés de la communication. Nous avons encore une autre mission, c'est la promotion du tourisme.
La Guinée a des potentialités. La Guinée a des atouts. Mais ces atouts ne peuvent être transformés en richesse pour le peuple. Il faudrait bien que ces atouts soient connus, non seulement par la population guinéenne, mais aussi par d'autres peuples. Venu dans le cadre de la coopération qui a toujours existé entre la Guinée et son pays, Mme Sibanda Nomasonto Toussi était aussi porteuse de la nouvelle de distinction de notre compatriote Jean-Martin Cissé par son pays. Cela en reconnaissance de son soutien à Oliver Tambo, alors représentant de l'ANC en Guinée au temps de l'apartheid. Cette bonne nouvelle qui honore une fois encore notre pays dans sa lutte pour l'émancipation des peuples opprimés réjouit le gouvernement et le peuple de Guinée, dira le ministre de la Communication. Pour la diplomate du pays de Mandela, la remise de cette distinction aux nominés dont Jean-Martin Cissé fera l'objet d'une cérémonie en Afrique du Sud. Elle est organisée pour célébrer Oliver Tambo, une figure marquante de la lutte contre l'apartheid, compagnon de Nelson Mandela. Madame Jean-Martin Cissé, nous savons que c'est une héroïne d'Afrique. C'est pas une héroïne de Guinée seulement. C'est une héroïne de toutes les femmes africaines, toutes les femmes sud-africaines comme moi. Je suis ambassadeur aujourd'hui grâce à cette femme comme Madame Jean-Martin Cissé qui fait beaucoup de travail pour accélérer l'émancipation des femmes. D'autres sujets allant dans le domaine du renforcement de la coopération sud-sud ont été aussi abordés par deux personnalités en présence des cadres du cabinet du ministre. Je suis favorable à la promotion du tourisme à l'intérieur du pays, le tourisme domestique. Il faudrait que le Guinéen qui est à Boké puisse se rendre à Kindira pour voir le voile de la mariée, qu'il puisse aller à Dalaba pour voir les sites touristiques et aussi faire connaître la Guinée par d'autres pays, puisque nous avons beaucoup d'atouts. Quand vous prenez la Gambie, le Mali et les autres pays qui reçoivent des milliers de touristes par an, vous comparez les sites touristiques de la Guinée, vous direz que nous avons une bonne marchandise, mais que nous n'avons pas réussi à faire vendre. Et l'une de nos missions, c'est faire vendre notre marchandise. Et pour que cette marchandise soit vendue, il faudrait bien qu'elle soit connue et appréciée. Monsieur le ministre, on ne finira jamais de parler assez de toutes les missions confiées à ce département que je qualifie de stratégique. Alors, il faut des moyens. Il faut des hommes. Quand vous êtes arrivé au ministère de la Communication, la première chose, c'est de faire l'état des lieux. Comment vous avez trouvé le département de la communication, monsieur le ministre? Je vous dis vraiment, c'était avec une fierté que j'ai constaté qu'il y a de très bons cadres, mais aussi des patriotes qui sont sincères, dont la loyauté ne fait pas défaut. Cela m'a donné une bonne impression et cela encore a doublé ma conviction que ces différentes missions que je viens de citer peuvent avoir jour. Maintenant, vous avez parlé de problème de moyens. C'est vrai qu'il faut des moyens, mais il faut des hommes. Quand vous avez les hommes, les moyens viendront. Par rapport à la gestion que le président de la République a imposée, c'est vrai que nous ne pouvons pas résoudre tout à la fois parce que les besoins sont innombrables et les moyens sont limités. Mais je suis convaincu, par rapport à la gestion rigoureuse que chacun des ministres s'impose, par rapport à la confiance que notre pays a retrouvée, nous pouvons facilement atteindre ces objectifs. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris ici? Depuis mon arrivée, nous avons fait beaucoup de choses en peu de temps. Ça, il faut saluer et féliciter mes collaborateurs qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé, qui m'ont conseillé, qui m'ont donné vraiment la possibilité de réaliser certaines choses en peu de temps. D'abord, quand on est venu, on a regardé le plan de la structure
pour adapter notre structure en fonction de notre mission. C'est ce qui nous a amené à élever au rang d'un service rattaché la formation. Nous avons aussi rapidement commencé à travailler sur les différents sites pour rapidement couvrir l'ensemble du territoire national. Et par rapport à notre lettre de mission, nous avons donné à chaque direction sa part dans la lettre de mission globale du département. Ce travail est déjà fait, l'expertise est disponible. Ce qui reste, c'est de mettre en application ce travail. Ce qui me permet de dire aujourd'hui, puisque la visibilité est là, l'exécution de ce travail se fera aisément. Il y a souvent la scission entre les médias du service public et la presse privée. Des fois, on se demande quel est le lien entre ces deux genres de médias. Votre département en fait son problème, monsieur le ministre? Effectivement, nous avons l'obligation de donner l'espoir et la confiance à tout le peuple de Guinée. Et nous qui devons donner cette conviction à la population, je veux parler de la presse en général, publique et privée, si nous-mêmes nous ne donnons pas l'exemple d'une certaine collaboration franche, loyale, sincère, dialogue, comment les autres peuvent dialoguer, comment les autres peuvent avoir confiance les uns aux autres. C'est pourquoi j'ai demandé tout de suite, après ma prise de fonction, de rencontrer l'ensemble des représentants de la presse privée et publique. On s'est rencontrés au département, nous avons parlé. Je leur ai dit que si dans la tête de beaucoup de Guinéens, la presse privée est l'ennemi du gouvernement, dans ma tête, la presse privée et la presse publique doivent former la même équipe pour créer une synergie dans le paysage médiatique. Et pour cela, nous appartenons à un gouvernement de mission, issu des élections libres, transparentes et crédibles. Par conséquent, nous n'avons pas de problème par rapport à la pluralité des opinions. Et d'ailleurs, notre mission fondamentale est d'encourager la pluralité des opinions tant que ces opinions respectent l'éthique et la déontologie. Et c'est pourquoi notre mission, c'est de renverser rapidement, c'est-à-dire la nature de nos rapports. Si au départ, les gens croyaient que la nature des rapports entre le département de la communication et la presse privée est conflictuelle, nous devons inverser et faire comprendre aux gens que nos rapports sont de nature complémentaire. Et je crois que vous avez remarqué sur le terrain, c'est par rapport à cet idéal que nous avons collaboré, nous avons conseillé et aidé le retour de Diawara, qui était le directeur de la radio Baté. Nous avons participé à beaucoup d'autres activités réalisées par la presse privée et nous étions là à l'enterrement du journaliste de la Planète FM, pour lequel d'ailleurs nous avons mobilisé tous les cadres de la RTG et même les moyens logistiques pour que la presse comprenne qu'au niveau du département de la communication, notre volonté est de promouvoir l'ensemble de la presse guinéenne. Guinéens, chers compatriotes, comme vous le savez, la Guinée de notre pays fait face actuellement à une épidémie de fièvre hémorragique virale Ebola. À ce jour, 116 malades ont été enregistrés, parmi lesquels 72 sont décédés, y compris des personnels de la santé. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées. Dès l'annonce de cette épidémie, j'instruis le gouvernement qui, à travers une coordination interministérielle, a pris d'importantes mesures pour lutter contre cette maladie qui est une urgence sanitaire. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé a fait une déclaration le 21 mars 2014 pour informer la population et la communauté internationale. Chers compatriotes, en
ma qualité de président de la République, chef de l'État, mon gouvernement et moi-même sommes très préoccupés par cette épidémie qui touche notamment les couches les plus actives du pays, parmi lesquelles les personnels de la santé. C'est pourquoi je tiens à rassurer les populations que grâce à l'appui de la communauté internationale, toutes les dispositions sont prises pour lutter efficacement contre cette épidémie. Les retours d'informations que nous recevons nous permettent d'être optimistes et confiants sur un succès final et rapide de notre réponse à cette épreuve. Je lance un appel précis aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique ni croire aux rumeurs qui dans de telles circonstances ne manquent pas d'alimenter les débats. Chers compatriotes et étrangers qui vivent parmi nous, je vous invite à plus de sérénité. Car en plus des personnes de santé guinéennes que je tiens à féliciter et à encourager, la Guinée bénéficie actuellement d'une mobilisation sans précédent de plusieurs spécialistes pour nous aider à vaincre cette maladie. J'ai instruit les préfets, le gouverneur, les maires, présidents de CRB et les chefs de quartier à collaborer très étroitement avec les partenaires internationaux évoluant sur le terrain afin que la Guinée puisse vaincre très rapidement cette épidémie. Je demande aux sages et aux populations à tous les niveaux à faciliter la tâche aux personnes de santé et aux spécialistes venir aider notre pays. Enfin, je tiens à remercier très sincèrement la communauté internationale pour sa mobilisation et son soutien dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Amen. Je vous remercie. Monsieur le ministre, département transversal, le ministère de la Communication travaille avec tous les autres départements et depuis le début ou la mi-mars, vers le 21 mars, on parle régulièrement de cette maladie qui s'abat sur notre pays, la fièvre hémorragique Ebola. Et pour marquer encore la transversalité du ministère de la Communication, vous faites partie de la commission interministérielle qui est chargée de la riposte contre cette maladie. Quel est l'état des lieux au niveau de cette commission, monsieur le ministre? Franchement, il faut saluer et féliciter l'ensemble des membres du gouvernement, la clairvoyance du professeur Alpha Condé par la promptitude que le gouvernement a réagi par rapport à cette maladie. Aujourd'hui, nous avons organisé une riposte, c'est-à-dire, je l'ai dit tout de suite, que nous avons ouvert 2 fronts contre le virus Ebola. Le premier front est dirigé par le ministre de la Santé, avec ses services techniques composés par plusieurs commissions, dont entre autres la prévention, la prise en charge, la commission de coordination et d'autres fronts, la communication présidée par le ministre de la Communication. Et comme vous le savez, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une maladie qui n'a pas de vaccin pour la prévention, qui n'a pas de médicaments curatifs. Par conséquent, le seul moyen efficace, c'est la prévention. Et cette prévention passe automatiquement par la sensibilisation. Et cette sensibilisation doit être suivie régulièrement et que les messages doivent être adaptés aux réalités du pays en tenant compte de nos coutumes et mœurs pour amener la population à digérer les informations qu'elle reçoit et accepter de se plier aux injonctions des spécialistes en la matière. Et c'est ce que le département de la communication, à travers ce cadre, en collaboration avec nos partenaires qui sont venus nous aider, l'OMS et MSF, c'est-à-dire Médecins sans frontières, nous sommes en train de travailler par rapport à cette maladie. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous pouvons nous estimer heureux. La réalité est tout autre par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre, surtout par les médias étrangers où on parlait de l'épidémie sans précédent. Je vous prie de me croire, aujourd'hui, cette maladie est sous contrôle. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai la bonne information, nous n'avons que 22 malades qui sont hospitalisés, dont 8 à Conakry, je crois 2 à Massenka, le reste à Gekedou et 0 à Kisidougou. Et tous ceux qui sont morts pour le moment ont un lien direct avec le premier qui est tombé malade à Gekedou.
Cela veut tout simplement dire que la maladie, on est arrivé à circonscrire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons régulièrement au ministère de la Santé pour faire le point de la situation. Parce que notre objectif, c'est de gérer cette maladie avec beaucoup de transparence pour permettre à nos partenaires étrangers d'avoir une visibilité par rapport à l'évolution de cette maladie. Non seulement avoir une visibilité, mais aussi les rassurer. Les rassurer en ce sens que, selon les spécialistes, ce virus ne circule pas dans la rue. Donc, cette maladie n'est pas aussi contagieuse comme la grippe. Vous ne pouvez vous contaminer que lorsque il y a un patient qui est très malade, qui ne peut plus se déplacer si vous le prenez en charge. Et c'est pourquoi, dès le déclenchement de la maladie, vous savez, ça a commencé d'abord par la mort de certaines personnes dont on ne pouvait pas expliquer l'origine. Certains ont parlé de mauvais sort. Ensuite, quand le gouvernement a été informé, on nous a dit que c'est une maladie mystérieuse. Et tout de suite, nous avons réagi avec beaucoup de promptitude et on a envoyé les échantillons à Dakar et à Lyon. Quand le résultat s'est révélé positif, nous avons mis en place une équipe qui a recherché les différents contacts pour circonscrire. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être dans cette proportion qui est totalement en dessous de ce que nous avons connu ailleurs. Parce que si vous prenez le Congo, c'était plus de 300 morts. Monsieur le ministre, cette commission comprend le ministère de l'Action sociale, de la Santé, de la Communication, de la Coopération internationale et du ministre porte-parole du gouvernement. Comment vous expliquez la composition de cette commission interministérielle et comment ça travaille à l'intérieur des commissions, monsieur le ministre? Nous avons tenu compte de la mission de chaque département. Lorsque nous parlons de maladies, le premier département concerné, c'est bien sûr le département de la santé. Mais puisqu'il faut venir en aide à des Guinéens, c'est là intervient le rôle du ministre de l'Action sociale. Et puisque nous avons besoin aussi de l'aide de nos partenaires étrangers, vous avez dit automatiquement le ministre de la Coopération qui doit intervenir. Et vous avez le porte-parole du gouvernement qui résume l'ensemble de la volonté du gouvernement que nous avons besoin, parce que nous sommes 30 et quelques ministres. Si nous prenons une décision, il faudrait bien qu'une seule personne soit désignée pour porter le message. Pour porter ce message. C'est là le rôle du porte-parole du gouvernement. Et naturellement, le département de la communication est chargé de mettre en pratique la politique de communication du gouvernement. C'est ainsi que notre département aussi a été intégré. Et par rapport à cette maladie qui n'a pas de médicaments, où il faut communiquer pour amener les gens à prendre les précautions nécessaires, là, nous devenons directement un partenaire clé dans la mission de lutte contre Ebola. Renforcer le dispositif de riposte contre la fièvre Ebola en vue d'interrompre la chaîne de sa propagation. Le gouvernement guinéen entend relever le défi avec l'appui de ses partenaires traditionnels. Ces matériels de protection individuelle et collective, composés essentiellement de seaux, de bouilloires, de boîtes à gants, de bottes, de sureau, de savon ou encore de pulvérisateurs, sont destinés aux préfectures touchées par l'épidémie à l'intérieur du pays. D'appui à notre pays, il faut citer entre autres des types pour n'est-ce pas, les mesures de barrière qu'on va mettre, des mesures de prévention qui vont nous permettre de faire des mesures de sanitation dans les domiciles, n'est-ce pas, des cas suspects et leurs contacts. Mais aussi nous allons mettre en tout cas tout le matériel de protection individuelle qui va nous permettre, n'est-ce pas, de limiter autant que peu la propagation de cette maladie. L'acheminement de ces kits est assuré par la pharmacie centrale de Guinée, qui est partie intégrante de l'une des 4 commissions mises sur pied par le Comité national de crise sanitaire depuis le début de l'épidémie. Je puisse rassurer les uns les autres que toutes les préfectures ciblées auront leur dotation. Aujourd'hui, c'est un important lot qui s'achemine vers Massanta, Guikédou, Kissidou et Dabola. Et aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour la protection de la population
pour sauver les malades aussi qui sont dans les situations difficiles se trouvent dans ce camion et je pense que c'est une assurance. Déjà, l'offensive mise en branle par le gouvernement et ses partenaires produit des résultats satisfaisants. L'épidémie est circonscrite et maîtrisée tant à l'intérieur du pays que dans la capitale Conakry. Qu'en est-il de la participation des personnes ressources, les religieux, les sages, par exemple? Vous savez, notre pays est à majoritairement musulman. Et par conséquent, quand il y a mort, il y a des cérémonies prescrites dans notre religion que certaines personnes ne veulent pas abandonner à tout prix. Et c'est pourquoi nous avons demandé le concours des imams, puisque c'est en ce moment où le danger est plus élevé. Quand vous avez quelqu'un qui est décédé à la suite de cette maladie, la manipulation du corps, c'est le lieu par excellence de la contamination. Et c'est pourquoi nous avons demandé leur concours pour leur expliquer la chose est simple, l'islam est simple. Dieu a dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il dit que vous n'avez pas de fardeau que vous ne pouvez prendre. Cela veut tout simplement dire que tout ce que vous pouvez faire, vous devez le faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que Dieu fait pour vous. Ça, c'est central dans notre religion. C'est pourquoi, quand il y a cette maladie, et lorsque les spécialistes vous disent voici les moyens de prévention pour éviter la maladie, si vous refusez ces moyens de prévention, vous dites que vous croyez en Dieu et que vous allez vous faire contaminer, et si vous mourrez dans cette contamination, c'est comme si vous avez pris le fusil, vous avez mis fin à votre vie. C'est du suicide. C'est du suicide pur et simple. Et c'est l'enfer. Et le musulman sait que celui qui se suicide n'a d'autre place que dans l'enfer. Ça, c'est le premier point. Le second point, par rapport aux autres rites après la mort, le musulman sait, d'abord, toute personne qui meurt au combat, on n'a pas besoin de faire les autres rituels. On l'enterre comme il est mort au combat. Ça, c'est le premier point. Premier aspect du problème. Le second aspect du problème, ce qui est important, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour le musulman, c'est notre référence. Cela veut tout simplement dire qu'à chaque fois, nous sommes devant une situation, un problème, pour nous guider, nous allons dans le Coran, dans les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on a un problème qu'on ne peut pas transcender, on voit comment le prophète par rapport à ce problème il s'est comporté, parce qu'il s'est retrouvé lui aussi dans des situations où il ne pouvait rien. C'est pourquoi vous allez remarquer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signé un accord avec les mécréants de la Mecque pour alterner le pèlerinage à la Mecque. Pourquoi? Il était dans une position de faiblesse, les mécréants étaient plus forts, donc il a accepté pour que si cette année les mécréants vont dans la mosquée sacrée de la Kaaba adorer leurs idoles, et que l'année prochaine, lui aussi le prophète, il va avec les musulmans pour adorer Dieu. Si le prophète l'a accepté, et pour un lieu aussi sacré comme la Mecque, qu'est-ce qui peut empêcher les musulmans aujourd'hui d'accepter d'enterrer leur corps sans le laver? Pour éviter que cette maladie ne se propage. S'ils n'ont pas peur pour leur vie, ils doivent avoir le peur et le respect de l'âme, puisque Dieu dit, celui qui donne la vie, il est le seul qui doit pouvoir ôter la vie. C'est pourquoi, dans la philosophie de l'islam, celui qui tue une seule personne, c'est comme si tu as tué l'humanité entière. Ça ne se pardonne jamais. Ça ne se pardonne pas. Il faudrait que mes confrères musulmans puissent réfléchir par rapport à ce comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et voir dans le Coran. Dans cette situation, je crois que les imams, les prêcheurs doivent renforcer
renforcer cette position. Je suis d'accord qu'on dise que la maladie est là parce qu'on n'adore pas Dieu, parce qu'on n'a pas peur de Dieu, c'est vrai. Mais même le fait de respecter la prévention, les règles de la prévention, c'est la plus manière de respecter, d'adorer Dieu. Parce que adorer Dieu en islam, c'est pas aller seulement dans la mosquée et prier ou jeûner. Lorsque vous avez déclaré la profession de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire entre la négation et l'affirmation. Parce que quand vous dites Ashhadu an la, vous avez dit je n'adore rien, illallah sauf Dieu. C'est-à-dire vous commencez par la négation et vous finissez par l'affirmation. Entre les deux, cela est contenu toute notre religion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire à partir du moment où cette profession de foi, vous l'avez proclamée solennellement, vous ne faites rien maintenant ce que Dieu ne veut pas. Et tous les actes que vous posez, ce sont des actes d'adoration. Si c'est bien fait, Dieu vous paye en bien. Si c'est mal fait, vous êtes condamné par Dieu. Monsieur le ministre, dans cette partie que nous sommes en train de débattre maintenant, ce qui est de l'information, la bonne information, il y a beaucoup d'intox au niveau de certains médias, au niveau même de certaines organisations non gouvernementales qui cherchent à gonfler leurs chiffres d'affaires, jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, il y a eu des problèmes à Macenta. Qu'en est-il? Je crois qu'il est important de séparer les deux faits. C'est vrai qu'il y a certaines communications que moi, en tant que ministre, j'ai qualifié de Ebola business. Mais ce qui est arrivé à Macenta, je crois, il y a eu de la manipulation par certains qui pensent que quand quelqu'un meurt, il faut absolument qu'il soit lavé avant qu'il ne soit enterré. Donc peut-être ceux qui sont derrière cette situation ont d'autres explications, mais je crois que nous avons l'obligation, nous en tant que département de la communication, pour donner la vraie information à tous les Guinéens, et particulièrement des zones qui sont sous tension, pour les ramener à comprendre que nos partenaires, que le gouvernement et tous ceux qui militent pour vaincre le virus, ils le militent pour l'ensemble de la Guinée, pas pour leur intérêt propre. Parce que si le virus est vaincu, c'est la Guinée qui est sauvée. Si le virus se propage, le virus ne fait pas de choix, ça peut attaquer n'importe qui. Je crois que ça c'est important. Depuis les premières heures de l'annonce de la fièvre hémorragique Ebola, la tour de contrôle est activée sur la plateforme aéroportuaire de Conakry-Bessia. Entre autres mesures qui rassurent l'obtention à court terme d'une caméra thermique pour déceler de potentiels passagers porteurs du virus. Il s'agit d'une caméra thermique qui permet au passage de tout passager de capter et de donner des indications sur sa température. C'est un peu un déclencheur de contrôle de prévention. L'équipement est là ce soir et va être immédiatement installé et géré sous le contrôle du ministère de la Santé. À la Direction nationale de l'aviation civile, autour des dispositions susceptibles de faciliter la riposte contre l'épidémie, représentants de compagnies aériennes, corps diplomatiques, membres du gouvernement et experts de l'OMS échangent les expériences pour tenir le cap de la baisse du nombre de nouveaux cas d'Ebola. Au-delà de toutes les manifestations d'intérêt que les différents partenaires multilatéraux et bilatéraux ont manifesté depuis le déclenchement de cette épidémie, aussi bien ici à Conakry que sur le terrain, nous avons vu que par rapport à cette réunion d'information, ils se sont mobilisés pour être avec nous, pour s'assurer des dispositions qui ont été prises et pour nous confirmer leur volonté à nous accompagner jusqu'à ce que les autorités guinéennes puissent arriver au contrôle strict de cette épidémie. Nous avions des soucis partagés en matière de sécurité aérienne pour faire en sorte que, en dépit de cette épidémie de fièvre Ebola, les vols puissent être assurés en
toute sécurité par la mise en place d'un certain nombre de mesures de contrôle de fiable, contrôle hygiène à l'aéroport, référencement, information des passagers, mise en place également d'une unité médicale sur le site de l'aéroport de manière à pouvoir lever le doute, si doute il y a, si un passager embarquant était détecté avec de la fièvre. Mais toute personne qui a de la fièvre n'est pas porteuse d'Ebola. La quintessence de toutes ces interventions gravite autour de la vigilance et de la sérénité pour conforter le business aéroportuaire. Je pense qu'après le discours du représentant de l'OMS et le ministre de la Santé, nous sommes vraiment rassurés que Ebola ce n'est pas une maladie qui se circule dans le monde. Donc nous sommes vraiment rassurés. Je pense que dès après cette réunion, nous allons avoir une séance de travail avec l'aviation civile et je pense que nous allons continuer à voler la Guinée. Je voudrais dire à nos partenaires de croire à la Guinée et à la volonté du gouvernement guinéen qui n'a lésé sur aucun moyen pour faire en sorte que nous gérons cette maladie avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de transparence et que nous saluons aussi de passage tous les partenaires qui ont voulu nous apporter leur aide dans les moments difficiles. L'objectif principal c'était effectivement de rassurer toutes les compagnies aériennes et tous ceux qui travaillent dans le domaine du secteur aérien que le gouvernement prend toute la mesure de l'épidémie et met à la disposition un dispositif de sécurité qui permettra à tout le monde de continuer à travailler en toute sécurité et donc le voyage de se poursuivre. Au lendemain de cette réunion, le système aéronautique guinéen compte fortifier les mesures de prévention pour rebooster les relations commerciales et diplomatiques. Cet entretien tire pratiquement vers la fin. Est-ce que l'espoir est permis? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message d'espoir pour les Guinéens, Excellence? Vraiment, l'espoir est permis. Je voudrais encore une fois saluer et féliciter le professeur Alpha Condé pour l'attention qu'il porte à son pays, pour la promptitude avec laquelle il a fait réagir son gouvernement et aussi saluer et féliciter nos partenaires qui ont bien voulu nous venir en aide au moment où on avait vraiment sérieusement besoin. Je voudrais aussi dire à la population guinéenne qu'il n'y a pas de péril à la demeure et qu'aujourd'hui, la situation est sous contrôle. L'observation stricte des mesures édictées par les spécialistes, cette observation permettra, dans quelques jours ou dans quelques semaines, de mettre derrière nous le virus Ebola. Monsieur le ministre, merci. Merci. Merci, Excellence. Oui. Merci d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, un débat sans langue de bois, sans fioriture, pour parler de la communication, de son rôle, mais pour parler également de la place de la communication dans la lutte contre le virus Ebola. Nous espérons que vous avez été assez édifiés par les explications de son Excellence, Monsieur le ministre Alucène Makanera Kake, ministre de la Communication, qui a accepté d'être notre invité dans cette édition spéciale de l'émission Gouvernance. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bonjour chez vous.